On peut dire ce qu'on veut sur le film, hein, mais Jacob, il est beau, hein. Tellement beau que ça m'énerve, je vous jure. Hurlevent, comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Hurlevent raconte l'histoire d'amour impossible entre Cathy et Heathcliff, la manière dont ils vont essayer d'être ensemble quoi qu'il arrive, mais beaucoup d'obstacles vont se mettre sur leur chemin. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège ou Big Bold Beautiful Journey. Sur Disney+, dès cette semaine, vous allez avoir Predator Badlands, qui est vraiment très cool, Tron Ares et les 4 Fantastiques. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, et même si vous avez un abonnement via Canal, connectez-vous à Max avec votre compte Canal, ça fonctionne. Vous allez avoir Smashing Machine, une bêta après l'autre, et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser chaque plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, il faut avoir YouTube Premium d'après moi, c'est un super service et vous l'avez pour moins cher avec un VPN en Union Européenne parce que c'est plus simple. Roumanie, Bulgarie, il y a encore plein de tutos qui vous disent comment faire et ça fonctionne. De même pour d'autres abonnements comme Letterboxd Patron qui sera moins cher. Vous le savez, mais certains sites internet vous demandent aujourd'hui de mettre votre carte d'identité pour y accéder et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous margot le robby en paix, utilisez un VPN. Et en plus de ça, vous êtes cinéphile, donc parfois vous regardez des films d'une manière très précise et vous avez envie d'être en sécurité. Avec un VPN, vous le serez. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je me demande c'était quand la dernière fois que j'étais dans une salle de cinéma avec autant de mineurs parce que je vous jure, je suis allé à l'avant-première publique et j'étais un dinosaure quoi. Il y avait majoritairement des filles adolescentes qui étaient là. Normal, c'est la cible. Et il faut parler un peu de ce film qui a déjà créé beaucoup de polémiques. Premièrement, le titre avait énervé. Il ne s'appelle que Hurlevent en français. Alors, pour être un peu honnête intellectuellement, c'est vrai que Hurlevent, c'est un titre déjà utilisé dans d'autres adaptations du bouquin, dont une adaptation de Rivette que je n'ai pas vue, mais ça s'appelait Hurlevent, le film en tout cas. Mais oui, le titre anglais, c'est Wuthering Heights, c'est Les Hauts de Hurlevent, l'adaptation du bouquin en français. Ils auraient pu l'appeler comme ça. Et je trouve que Les Hauts de Hurlevent, ça donnait un côté un peu plus historique et plus intemporel, limite que juste Hurlevent. Mais Hurlevent, l'approche est plus pop et nouvelle. Et je pense que c'est pas pour rien, mais c'est pas une vraie polémique, je veux dire, c'est un titre qui a déjà été utilisé dans une adaptation, c'est pas nouveau, c'est pas ce film-là qu'il a inventé. Mais c'est quand même particulier parce que Emerald Fennell, qui a donc réalisé Saltburn, Promising Young Woman, c'est une femme qui est adorée dans le monde du cinéma, qui fait des films à succès, mais elle s'est quand même tapé des grosses polémiques, dont la grosse concernant Heathcliff et le choix de casting. C'est Jacob Elordi qui joue donc ce personnage, mais il faut savoir que dans les bouquins, c'est un personnage qui n'est pas blanc, c'est un personnage qui est considéré comme une sorte de tzigane ou même de personnes noires. Et là, bah, Jacob Elordi, c'est un Australien blanc d'1m95. C'est pas du tout comme ça qu'il est dans les bouquins. Maintenant, pour jouer avocat du diable, honnêtement, pourquoi est-ce que c'est intéressant dans le bouquin? J'ai pas lu le bouquin, mais j'ai vu pas mal d'adaptations des Hauts de Hurlevent, donc je vais citer juste après. C'est intéressant parce qu'il est victime de racisme constamment. Mais là, pour être sincère, le film ne traite pas du tout, mais alors du tout, hein, de la question du racisme. Donc qu'il soit d'une couleur de peau ou d'une autre, ça ne change rien au film, parce que dans tous les cas, il n'est pas victime de racisme, donc ça n'a pas d'importance. Maintenant, les fans des bouquins ont le droit d'être énervés, c'est techniquement du whitewashing, mais vu que c'est pas traité dans l'œuvre, je trouve que c'est pas grave en soi si on prend en compte uniquement l'œuvre cinématographique. Hein. Encore une fois, je comprends les gens qui sont énervés, c'est légitime, moi le whitewashing ça me saoule hein, évidemment, mais dans ce cas-là, vu le film, ça ne traite pas du tout de racisme et je trouve que c'est pas un énorme problème. Après, il y avait les polémiques par rapport à l'écart d'âge entre les protagonistes, Margot Robbie qui est bien plus âgée dans la vraie vie, mais encore une fois, l'âge des personnages n'est pas cité dans le film. Donc en théorie, dans les bouquins, ils ont genre 17-18 ans, mais là, dans le film, ils peuvent avoir genre 25-26, ça change rien. Ils sont bien plus âgés que dans le bouquin, et l'écart d'âge, bah en fait, dans le film, il n'est pas indiqué, quoi. C'est juste que dans la vraie vie, oui, une personne est plus âgée que l'autre. On a toujours fait ça avec des hommes plus âgés que des femmes, ça me choque pas non plus dans ce cas-là. Donc oui, les polémiques sont un petit peu justifiées, je trouve, mais si on prend juste le film, l'œuvre en question qui est sortie là cette semaine,
c'est pas très important et ça n'impacte pas vraiment le film en soi. Mais je comprends encore une fois la colère, surtout des fans des bouquins qui auront d'autres raisons d'être énervés. Vu le film, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup plus de problèmes maintenant avec le film qui sort. Mais en tout cas, pour le truc de racisme, d'écartage, je trouve que c'est pas si grave. D'ailleurs, si vous voulez une bonne adaptation des Hauts de Hurlevent, c'est la version de Andrea Arnold avec Kaya Scodelario qui est très bien parce que c'est la seule version d'ailleurs que j'ai vue, en tout cas que je connaisse, anglophone, qui a un Heathcliff noir. Et il se fait traiter de N-word littéralement tout le film. Donc le racisme est bien présent dans ce film-là, pour ceux qui s'en intéressent. C'est bien plus atmosphérique que la version qui sort aujourd'hui, par exemple, mais c'est bien plus atmosphérique que beaucoup de versions. Et c'est plus un drame historique sur la pauvreté aussi, sur le racisme. Donc c'est différent, mais je vous le conseille. C'est bien mieux en termes de racisme. Et je trouve que le film est très très bien, il est touchant, il est fort, il est dur à regarder à certains moments. C'est un bon vrai film, mais c'est plus social. Bah voilà, c'est Andrea Arnold qui le fait. C'est normal que ce soit un peu comme ça. Et il y a aussi l'adaptation que j'ai vue ce matin d'ailleurs pour préparer cette vidéo, genre très tôt. C'est avec Juliette Binoche et Ralph Fiennes, qui est une adaptation de 92 qui est intéressante car ce film-là, il s'arrête à un moment précis dans le bouquin, là où la version de 92 continue après ce moment-là. Il y a un événement majeur qui se passe dans ce film-là et dans le bouquin, mais la majorité des films, des adaptations, s'arrêtent à ce moment majeur. Là, le film continue et adapte, entre guillemets, l'intégralité du bouquin. Du coup, c'est assez intéressant. Maintenant, il y avait beaucoup de choses à dire sur la promo, évidemment. Vous savez, les deux qui se chauffaient, Margot Robbie, Jacob Elordi, le truc en mode sensuel, bizarre, en marketing, qui était nul. Je l'avais déjà critiqué, j'ai toujours trouvé ça très très gênant. Mais voilà, ça a énervé beaucoup de personnes, à juste titre. Et parce qu'ils voulaient donner un peu cette vibe, vous savez, faussement amoureuse, dark romance, étrange. Bref, il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de problèmes, mais est-ce que le film est bien? L'histoire suit donc Café et Heathcliff et leur rencontre lorsqu'ils sont très jeunes avec justement Heathcliff qui est présenté comme le nouveau frère de Cathy et c'est une relation de fraternité qui se crée plus qu'autre chose, même s'il y a un truc un peu romantique dès leur plus jeune âge. Évidemment, c'est une petite partie du film, ensuite on se concentre sur l'âge adulte. Encore une fois, il n'y a pas d'âge qui est cité, même si normalement ils devraient être des adolescents. Là, c'est pas très important, ça ne change rien au film. Tous les deux sont frustrés sentimentalement, mais aussi sexuellement, parce qu'ils s'aiment, mais c'est un amour impossible pour plein de raisons logistiques, pratiques, sociales et tout qui sont jamais réellement citées dans le film. Honnêtement, peut-être ça m'a aidé de connaître l'histoire avant de voir ce film, mais vous demandez vraiment tout le film de pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore couché ensemble à ce moment-là. Bref, on en parlera en spoiler si vous voulez, mais ils n'ont jamais vraiment avoué leurs sentiments car ils ont aussi grandi en tant que frères et sœurs, donc c'est peut-être un peu compliqué, un peu tabou, mais bon, c'est pas très bien fait dans le film, je trouve. Et l'ambiance de l'œuvre se trouve un peu dans cette envie de créer de la frustration sexuelle pour les personnages et j'imagine un peu d'excitation pour les spectateurs, ce n'était malheureusement pas mon cas. Et ensuite, c'est de créer une sorte d'amour impossible à travers les âges entre deux personnes qui ne devraient tout simplement pas s'aimer et qui sont très toxiques. L'ambition d'Emerald Fennell ici, c'est de faire sa version de Roméo et Juliette. Elle le dit à haute voix dans le film, on en parle dans quelques secondes. Tout ça dans une ambiance gothique aux allures de publicité et de clips de musique. Et je dis pas forcément ça de manière négative, hein. C'est juste un fait. C'est réalisé et photographié un peu pour donner cette impression de clip, de musique romantique. Et le choix des musiques est vraiment fait pour ça aussi. Les personnages, pour moi, c'est là qu'il y aura le plus de débats sur Internet. C'est la relation entre les deux. À titre personnel, je trouve qu'ils n'ont aucune, mais aucune alchimie. J'y crois jamais. J'y crois pas au fait qu'ils s'aiment, se détestent, que ce soit toxique et tout, je n'y crois à aucun moment. D'après moi, ils ne dégagent rien. Tout semble faux pour le besoin du scénario. Les acteurs n'y croient pas non plus. Ça se voit, ils sont pas dedans, hein. Ils croient pas du tout en ce projet. C'est vraiment catastrophique de ce point de vue-là. Margot, malheureusement, ne dégage rien. Alors qu'en général, évidemment, c'est une bonne actrice. Elle gère, même quand elle doit être méchante et cruelle dans le film, chose rare, hein, pour le coup. T'y crois pas, quoi. Il n'y a pas ce truc où tu dis, ok, là, je dois la détester, là, je dois vraiment ressentir des choses négatives envers elle. Non, en fait, tout le film, c'est très plat, émotionnellement, en termes d'acting. Et je pense que c'est lié au concept avant tout, parce que c'est un film qui est sur la retenue, fatalement. On dirait pas, vu le marketing et tout, mais c'est sur la retenue, et les acteurs ne peuvent pas se défouler. Même dans les scènes les plus hot, ils peuvent pas se défouler, en fait. C'est un peu, voilà, fait pour... j'ai l'impression les filles qui découvrent leur sexualité, du coup on peut pas trop en montrer non plus. Pourtant c'est un film qui est aux États-Unis rated R, donc ils auraient pu montrer de la nudité, des choses comme ça, mais non. En fait c'est un film où ils font que de se chauffer constamment jusqu'à un climax à un moment ou à un autre dans le film. Donc c'est vraiment fait, je pense, pour des personnes jeunes, étonnamment, et c'est ça qui est assez particulier parce que le sexe ne fait pas vraiment partie du film.
au final, hein, ce qui est très très bizarre. Et le concept d'avoir deux Australiens qui font des accents d'époque britannique, c'est très étrange, encore une fois. Mais moi, ce qui me sort du truc, c'est que bah, Jacob, je l'ai trouvé horrible dans le film. J'ai vraiment trouvé très très mauvais. Margot, encore, il y a des scènes où ça va. Mais alors lui, je vous jure, hein, et j'adore cet acteur, je trouve qu'il est très très bon, qu'il a un talent de fou. Je l'ai trouvé extrêmement gênant tout le film. Il m'a mis mal à l'aise plus qu'autre chose. Et le mec qui sort de Frankenstein, qui a un rôle un petit peu similaire à celui-ci, parce que dans ce film-là, il est aussi considéré comme un monstre, comme une sorte de sauvage, ce genre de choses, mais il le faisait tellement mieux dans Frankenstein, il était tellement plus, je trouve, convaincant, doux, touchant et doué. Bon, c'est la direction d'acteur, hein, c'est le réalisateur qui fait le taf, Guillermo del Toro versus Emerald Fennell, malheureusement ça marche pas. Et là, je vous jure que mis à part être beau et magnifique, et oui, bah ce connard, il est beau, hein, moi je dis connard parce que je suis jaloux, il est très très beau, voilà, il dégage un truc par sa beauté, mais en termes d'acting, c'est une catastrophe, quoi, je vous jure. Hein. Et limite, il était plus beau dans Frankenstein parce qu'il dégageait plus de charisme dans l'œuvre, alors qu'il était en costume de monstre et tout. Là, je vous jure, hein, pour moi, il ne dégage rien du tout, mis à part qu'il est beau, et puis basta. Et ça m'a dérangé, car je sais que c'est un bon acteur, je l'adore, je trouve qu'il est vraiment très très bon, mais là... Oh, que c'était horrible. Peut-être je suis pas la cible, hein, encore une fois, mais je vous jure, je l'ai trouvé très très mauvais. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a l'acteur d'adolescence, Owen Cooper, qui joue la version jeune de Heathcliff, et lui, en quelques scènes, il dégageait tellement plus d'énergie, d'acting, je trouve, de manière générale, que les deux autres adultes, quoi, que Margot Robbie et Jacob Elordi. Je me dis, mais en fait, fallait faire un film sur 10 ans en mode Boyhood avec Richard Linklater et le faire jouer la version vieille de Heathcliff parce que le mec est bon, quoi. Il a un vrai talent, il dégage un truc, il a quelques petites scènes, hein, et à chaque fois, le mec est trop fort, il vole le show, mais c'est, ouais, 2-3 petites scènes au début du film, et c'est dommage parce que même la fille qui joue face à lui, elle est douée. Il y a un truc, il y a une vraie alchimie entre les deux versions jeunes. Ça m'a fait penser un peu à L'amour ouf, vous savez, où les deux jeunes, la version mélancolique, nostalgique des deux petits toxiques, bah, les acteurs étaient géniaux, et la version Anneliese Zakoupoulos, François Civil, catastrophique. Hein. Là, c'est un peu pareil, sauf que bon, c'est quand même... c'est un peu différent par rapport à L'amour ouf, mais ça m'a fait penser à ça évidemment, mais l'approche n'est pas exactement la même, et ça m'a énervé parce que les dialogues entre eux sont à chaque fois gênants, ça fait pas du tout naturel, on ressent pas du tout l'amour ou la colère, t'es pas face à des humains. Même si c'est un film d'époque où il y a un décalage par rapport à nos mœurs, c'est des choses comme ça, la manière de parler, t'es pas face à des humains, quoi. Moi, je vois des personnages de scénario qui se parlent plus qu'autre chose, ils évoluent pas vraiment, sauf socialement, donc t'as pas ce truc satisfaisant par rapport à ça non plus, et surtout qu'en fait, l'approche du film, c'est que c'est une dark romance. Mais il n'y a rien de dark, c'est ça que je comprends pas. Moi, limite, tu me mets, pour parler de Frankenstein, tu mets une romance entre bah, justement une femme et Frankenstein, là c'est un peu dark, c'est littéralement un monstre et tout. Là, il est vendu comme un monstre, ils sont vendus comme toxiques un peu les deux, et oui, ils sont toxiques entre eux, d'accord, mais je trouve que c'est pas du tout une dark romance, quoi. C'est 50 Shades avec du budget. C'est ça qu'ils ont fait aujourd'hui, et ça ne marche pas. Encore, le mec de 50 Shades, il avait un truc sur le BDSM et tout, mais là, ils sont juste un peu toxique, mais tu sais, le mec il a rien de mal, quoi. Il est pas monstrueux, c'est pas un démon, il y a pas ce côté où il aurait pu jouer sur le racisme, ou s'il était noir par exemple, comme dans le bouquin, ou enfin couleur de peau plus foncée, ils auraient pu dire ah bah c'est un monstre et du coup ça fait un peu dark romance, mais là même pas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est une dark romance? Il y a rien de négatif, de mal. Donc je suis quand même très très perdu par rapport à ça. Le seul truc toxique, c'est juste entre eux deux, parce qu'ils sont un peu cons les deux, quoi. Mais c'est tout. Ils sont cons d'une manière très différente des autres adaptations que j'ai vues d'ailleurs. Et l'objectif, c'est vraiment vendre ce truc sexuel, d'amour impossible, charnel, faire monter la sauce pour l'excitation, bah surtout je pense de jeunes filles. Et c'est l'idée du film. Et parfois ça marche, parfois beaucoup moins. Mais les personnages bah, sont malheureusement très vides. Peu complexe, inintéressant, et bah c'est l'échec du film, hein. C'est que c'est basé sur eux, quoi. C'est la plus grande histoire apparemment d'après le marketing d'amour jamais racontée dans la littérature, et là, rien. Je vous jure, rien, quoi. Il ne dégage rien. C'est trop trop dommage, et surtout quand sorte d'adaptation, bah, la version d'André Arnold avec Kaya Scodelario, il y avait tellement un truc, c'est tellement touchant et beau et intime. La version que j'ai vue ce matin avec Ray Fiennes et Juliette Binoche, c'est bon, c'est plus court, c'est 1h40 et il y a plus d'histoires à raconter, mais tu ressens l'amour. Pourtant, l'amour est dans ce film-là, avec Ray Fiennes, il est expédié à une vitesse folle. Mais il y a un truc, tu vois, ils ont une alchimie, quelque chose et tout, parce que les acteurs sont bons, ils sont bien dirigés. Le film date d'il y a 30 ans, déjà bien plus que ça d'ailleurs, hein, 35 ans. Et là, je vous jure, c'est le vide. Pour moi, il n'y a rien et c'est tellement gênant. C'est le gros raté, hein. Tout se base sur eux, mais ça ne marche à quasiment aucun moment, car c'est mal écrit, c'est mal raconté. Ouais, je sais pas, en fait, je sais que je suis pas la cible, hein, j'en suis bien conscient, j'ai bientôt 30 ans, je suis pas la cible pour ce genre de film, mais il y a des gens qui vont trouver ça hot
ou qui vont être excités, ou qui vont trouver les personnages bien, ou qui vont... Je sais pas, franchement, expliquez-moi, parce que moi, je ne comprends pas ce qu'il y a de bien dans ça. Il y avait des trucs, encore une fois, par rapport aux autres adaptations, et je vous conseille, si vous avez bien aimé ce film, regardez les versions d'avant, et concentrez-vous sur l'aspect amour. Parce que oui, la mise en scène ne sera pas la même, et des choses comme ça, bien sûr, mais la romance entre Heathcliff et Kaffee dans les 2 autres films que j'ai vus, genre, je me suis retapé les 2 là, avant de faire cette critique, hein, et franchement, c'était touchant, c'était beau, et là... vide, c'est l'enfer. Il n'y a que le côté sexuel que j'ai même pas trouvé intéressant. Et c'est le problème, c'est la mise en scène. Alors déjà, c'est faussement hot, faussement subversif. Saltburn et Promising Young Woman qui parlaient de viol, il y avait plus de trucs par rapport à ça. Mais Saltburn, c'était encore plus subversif, mais il y avait un truc un peu de détraqué sexuel qui était intéressant au moins à voir. Là, bah, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de sexe qu'on voit littéralement. En fait, c'est toujours des gens en tenue. Genre, ils sont toujours habillés, ils couchent ensemble. Il y a limite quelque chose qui se rapproche du softcore, mais il n'y a rien. Il n'y a aucune scène de nu, littéralement. Genre, ni Margot Robbie, ni Jacob. Enfin, il y a un moment, il est torse nu, mais c'est tout. Enfin, c'est trop bizarre à quel point c'est léger, alors que c'est rated R et c'est fait pour les adultes, en théorie. Donc ça, j'étais vraiment frappé par à quel point il n'y a rien, que ce soit en termes de peau, de ce qu'on montre et tout, il y a rien du tout, quoi. Il y a rien, franchement, on ressent rien, on voit rien. C'est tellement vide et creux. Et il n'y a rien, même sexuellement, j'étais étonné par ça. C'est comme Challengers, la promo de Challengers, elle était faite un peu sur le triangle amoureux et tout, mais ça n'a jamais été vendu comme, voilà, ils vont coucher ensemble et tout. Il y avait un truc sur le truc émotionnel, hein, mais là, c'était vendu sur ça aussi, en mode, oh, va y avoir le truc, ça va être mode vraiment hard, pas hard, mais au moins il y aura quelque chose, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien, donc j'étais vraiment étonné par rapport à ça. Et moi, ce qui m'étonne, c'est quand même Saltburn, il y avait des trucs un peu de détraqué sexuel. T'avais un mec qui faisait un cuni à une meuf qui avait des règles, ensuite il était en sang. T'avais un mec qui couchait avec de la terre, littéralement. Là, rien. Je suis bien conscient que c'est bien plus grand public que Saltburn, mais quand même, venant d'elle, elle pourrait se permettre des choses un peu plus hot et canon et tout, mais il y a rien, il y a vraiment rien dans le film, et je suis déçu par rapport à ça, évidemment. Alors elle s'est concentrée sur montrer plusieurs choses. Elle montre les liquides constamment. Alors tout le monde est trempé, transpirant. Elle est vraiment fan de liquide. Tout le monde est à chaque fois dans une situation où ils sont mouillés d'une manière ou d'une autre. Elle va montrer les aliments, les œufs, le pain, mais de manière un peu visqueuse. En fait, même les aliments de la cuisine du quotidien de cette époque, c'est en gros plan et c'est montré comme ça. Regarde à quel point c'est beau et tout. Je fais bon, ok, d'accord, mais en fait, il faut faire un lien. Il n'y a aucun moment, par exemple, ils couchent ensemble dans une cuisine ou avec des aliments. En fait, il y a tout un lien qui est fait sur la bouffe et sur plein de choses comme ça. Et c'est jamais utilisé. Tu te dis, bah au moins, utilise ça, quoi. Il y a un truc. Je sais pas, non, jamais, c'est trop dommage. Pourtant, il y avait un lien logique à faire entre les deux, quoi. Pourtant, il y a un moment où il y a le personnage de Heathcliff qui regarde genre des œufs qui touche et c'est visqueux, c'est dégueulasse un peu et ça a la couleur des cheveux du personnage de Margot Robbie. Tu sais, il y a un truc. Tu vois, il y a des scènes comme ça où il y a un petit truc. Et en fait, bah non, c'est jamais vraiment utilisé. C'est trop dommage. Il y a des gros plans sur les visages constamment, alors que ce soit par rapport au sexe, par rapport à l'amour, par rapport à plein de choses comme ça. C'est un peu léger, je trouve, en termes de symbolisme et de force, mais le but, c'est vraiment d'avoir un truc intense. Gros plan tout le temps sur les personnages pour l'intensité, pour montrer à quel point ils sont proches, surtout dans des séquences où il y a une sorte de romance, ce genre de choses. Mais ça marche pas très bien, je trouve, malheureusement, parce que c'est rarement très utile, ça change pas grand chose dans la dynamique. Normalement, quand tu fais un gros plan dans un film, c'est que ça change énormément de choses par rapport à tout ce qui se passe, quoi. Là, c'est tellement surutilisé et je trouve pas de manière intelligente que ça ne dit rien sur les personnages d'après moi. Il y a quelques belles surprises, hein. Attention, qui fonctionnent en termes de montage, en termes de chorégraphie. Il y a une scène avec une main qui est posée, qui revient pas mal dans le film, qui est bien, je trouve, et qui crée quelque chose, un peu une sorte de kink, au moins une sorte de truc par rapport à la soumission, par rapport au désir. Donc il y a des petites choses comme ça, mais encore une fois, c'est léger, c'est limite, et il y a tout dans la bande-annonce, en fait. Je vais pas vous mentir, hein, tout est dedans. Vous n'allez rien voir de plus, et c'est un petit peu dommage, surtout que je me suis retapé la bande-annonce pour prendre des images, hein, toutes viennent de la bande-annonce, et je me suis dit, bah attendez, il y a tout le film ici, il y a rien de nouveau, d'intéressant, tout est là, quoi. C'est trop bizarre, mine de rien, et c'est dommage parce que parfois, en fait, elle fait un peu respirer les décors, je trouve. J'aime bien l'approche fable, irréelle, gothique à certains moments. T'as cette impression d'être dans une sorte de faille temporelle, tellement c'est bizarre parce que le temps il s'arrête aussi à certains moments. Enfin, c'est l'impression que t'as, que ce soit dans la brume ou juste une lumière de décor en mode de la lune qui éclaire, type ancien Hollywood et tout. Bah, c'est une bonne idée. En soi, les décors qui réagissent de manière très colorée aux personnalités des personnages et ce qu'ils vivent, c'est satisfaisant, c'est fun, c'est assumé. Moi j'aime bien en fait, parce que Emerald Fennell, moi j'aime bien parce qu'elle assume ce côté un peu emo, edgy qui est là d'adolescente.
Mais là, il assume pas du tout, quoi. Là, il y va pas du tout à fond, quoi. Et c'est ça qui m'énerve. Il n'y a pas d'idée par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Il y a des scènes comme ça en mode gothique, ça sort d'un Dracula de Francis Ford Coppola, t'as l'impression. Et c'est genre une scène de temps en temps. C'est trop dommage, quoi. Parce qu'ils lui ont donné la thune. C'est une meuf qui, je la sens ici un peu bridée, quoi. C'est ça qui m'énerve, parce que je l'ai toujours connue dans des films où elle est donnée un peu plus à fond. Et là, elle est vraiment limitée par plein de choses. Par le grand public, par vouloir faire 700 millions au box-office. Et c'est trop dommage parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu sur l'éternel, sur des choses qui étaient belles aussi, pas qu'en termes de photos, mais en termes de symbolisme. Et puis l'Angleterre, je trouve qu'elle est bien utilisée avec ces beaux décors dans les parcs naturels. Ils jouent à fond sur la nature, sur la météo à certains moments, et je trouve que c'est bien fait. Il y a une scène avec une robe de mariée, et tu vois qu'une partie de la robe de mariée, elle est faite en CGI pour complètement exagérer la robe. Et c'est trop bien comme idée. Je trouve que c'est cool d'utiliser des effets spéciaux pour raconter des choses un peu plus extravagantes, pour donner le côté fable et tout. C'est une bonne idée, quoi. Et là où ça casse pour moi, bah oui, c'est le côté clip musical. C'est constant. En fait, t'as l'impression que le film, c'est genre des clips musicaux qui s'enchaînent. Il y a des passages où c'est plus centré sur des dialogues, des choses comme ça. Mais majoritairement, tu vis les trucs un peu de musique à la Charlie XCX. Et il y a des trucs audacieux, je trouve, en termes de musique. Il y a des passages où je me dis, ça, c'est une utilisation de la musique. Évidemment, c'est un anachronisme en soi, parce que c'est film d'époque et tout, mais la musique, elle est bien utilisée. Il y a un truc qui se dégage complètement de la scène en termes d'émotion, en termes de sensuel aussi un petit peu, d'ambiance avec le gothique et tout. Mais c'est rare. Et parfois, c'est des utilisations bien plus explicites de la musique, comme une scène où Margot Robbie se sent emprisonnée et la musique qui passe, c'est Prisoner de Charlie XCX, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, c'est dit à haute voix qu'elle sont emprisonnée, c'est un peu dommage. Mais c'est la manière dont c'est filmé, un peu comme une pub très esthétisée, et le montage, un clip de musique. En fait, tu pourrais prendre, il y a des séquences de ce film-là, les foutre sur l'équivalent de MTV, je sais même pas si ça existe encore MTV aujourd'hui, et dire, ok, ça c'est le clip de telle chanson et on n'y verrait que du feu. Et ça, pour moi, c'est pas forcément très bien, surtout quand ça arrive plusieurs fois dans le film, et c'est un petit peu dommage, mais c'est personnel. Je sais qu'il y a des gens qui vont complètement adhérer à ça, qui vont adorer, qui vont être en phase avec le rythme, avec le montage, avec ce côté très clipesque de la chose. C'est la version vraiment mélo, pop, contemporaine de l'histoire des Hurlevents. Pour moi, ça dépend des scènes. Il y a des scènes où je trouve que ça fonctionne parce qu'il y a l'émotion, il y a quelque chose un petit peu. Mais globalement, c'est assez raté d'après moi. Mais je sais que c'est très personnel pour le coup, ça, parce qu'il y a des gens qui vont complètement adhérer à ça. Mais sinon, pour moi, c'est le mélange de scénario, de montage qui va pas du tout par rapport à l'œuvre qu'on a là. Il y a des scènes qui sont expédiées à une vitesse folle alors qu'elles sont hyper intéressantes et t'aurais aimé en voir plus. Il y a des scènes qui durent hyper longtemps alors que, bah oui, elles sont pas les plus fascinantes à suivre. Tu t'en fiches à mort de ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues et c'est un peu le souci aussi. C'est beaucoup moins engageant à certains moments et c'est frustrant car il y a un vrai travail de photographie, genre ce genre de plan. Bah, c'est très beau, quoi. C'est des funérailles, c'est magnifique. Il y a un truc sur le voile, sur le vent, sur ce qu'ils ressentent, ce que ça symbolise dans la scène, la croix et tout. Il y a des idées, hein. Je dis pas que c'est une femme qui a pas d'idées, Emerald Fennell, hein. C'est juste que, il y a tout le reste qui va pas, fatalement, quoi. Et c'est ça qui est dommage, parce que ça a dû être compliqué à faire à certains moments. Ils ont tenté des trucs vraiment bien, mais ça fonctionne quasiment jamais. Et même le montage, au fait, vu qu'il va tellement vite, tu profites même pas des séquences. Il y a des séquences qui sont belles, qui étaient super chiantes à faire, j'imagine, et tu en profites pas assez, et je trouve ça super dommage. Et le problème, c'est qu'en termes de thématique, ça parle de quoi ce film? Mis à part de cet amour un petit peu toxique, ça parle de quoi? Il y a une idée au début du film, que j'évoquerai en spoiler, que je trouve assez géniale et inventive, qui ne revient jamais dans le film, ce qui est hyper décevant, mais ça raconte quoi? L'amour impossible, toxique, éternel? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce que ça raconte, et ça m'énerve parce que clairement, elle veut faire son Roméo et Juliette. Elle le dit à haute voix constamment, mais, et du coup, je sais pas pourquoi elle a pris cette adaptation de l'œuvre, en plus qu'autre chose, elle aurait dû prendre Roméo et Juliette directement, parce que là, on ressent pas du tout l'amour, on ressent rien en termes de thématique. Là où les films d'Emerald Fennell, il y avait un truc par rapport à la classe sociale, le sexe, le privilège, les riches, la manipulation, la vengeance, le viol, le patriarcat, le traitement des domestiques, c'est un peu le seul truc sérieux du film, entre guillemets, qui raconte quelque chose, qui a quelque chose, on va dire, d'un peu plus profond que le reste. Mais sinon, voilà, c'est elle qui se dit « Je veux mon histoire d'amour éternelle, je veux rivaliser Shakespeare, entre guillemets, c'est son rêve, sa romance impossible entre deux. » Et ouais, ça marche pas, parce qu'en fait, Roméo et Juliette, il y a un truc entre les deux. Là, entre Heathcliff et Cathy, il y a rien du tout, et je trouve que c'est un énorme échec. Et puis en termes d'histoire, vu qu'il y a genre 3 histoires différentes à l'intérieur, et en même temps, il y a beaucoup d'intrigues, chaque histoire a une sorte de climax peu satisfaisant, le rythme, pour moi, il est infâme. C'est interminable pour rien, malheureusement. Je crois que c'est le film Hurlevent le plus long de toutes les adaptations. En général, Hurlevent, c'est entre 1h40 et 2h. Pourtant, ça raconte que la moitié du bouquin, hein, en général, je précise. Là, c'était interminable. Je n'ai rien ressenti du tout.
Et je vous jure, le focus c'est pas bon quoi. Ils auraient dû se concentrer sur la relation, sur plein de choses. Mais il y a trop de personnages, trop d'intrigues, trop de choses à droite et à gauche. On sent même pas le passage du temps. C'est trop raté ça aussi. Il y a une scène où t'as Kathy qui revient et elle s'est apparemment métamorphosée. Et quand tu la vois, tu te dis ah bon, il n'y a aucune différence en fait. Il y a plein de moments comme ça où tu te dis mais combien d'années se sont passées? 1, 2, 3, 4, 5, ils le disent à haute voix, mais tu le ressens pas. Et pour un amour éternel à travers les âges, c'est bien de le ressentir avant tout. Bordel, on le sent beaucoup plus dans une série comme Hit and Rivalry qui est sortie récemment, parce que c'est un peu le thème, et là c'est ça aussi, mais on le ressent pas. Au début, je me posais vraiment la question, à qui s'adresse ce film? Mais à la fin, vu que tout le monde chialait, bah en fait j'ai compris. J'ai compris que j'étais pas la cible, c'était pas pour moi. Mais objectivement, je trouve aussi que c'est pas bien du tout, quoi. C'est trop dommage parce que moi, j'aime bien les romances, j'aime bien ce genre d'histoire. Moi aussi, je voulais chialer à la fin, comme tout le monde. Mais je trouve que même pour le délire érotique, sexy, bah c'est pas assez bien fait. Je suis conscient que je suis pas la cible, encore une fois, mais il y avait des choses intéressantes dans la mise en scène, dans les décors, dans le choix des musiques et tout. Il y avait des tentatives que j'aimais bien, mais les personnages, surtout le duo principal, quel enfer, l'acting, le scénario qui est alambiqué, trop long dans tous les sens, le rythme, le montage. Rien ne marche en tant que film et c'est trop dommage parce que bah moi j'aime bien cette histoire, les adaptations que j'ai vues, encore une fois je les aime bien, je trouve qu'elles sont cool et je vais me rappeler d'aucune scène ici, d'aucun moment. C'est encore une fois une sorte de 50 Shades avec beaucoup d'argent, de budget, des tentatives, des stars. Et bah c'est un peu décevant quoi. Pourtant, en fait, il y a des moments où tu dis putain, là il y avait un bon film sous tout ça quoi, tout ce bordel, il y avait un bon film. Mais malheureusement, bah c'est pas le film qu'on a aujourd'hui. J'étais très déçu. Donc si vous êtes une adolescente ou apparemment d'après mes DM, des mamans de 40 ans qui veulent aller voir ce film entre copines pour un délire un peu softcore bizarre, bah allez-y à la limite. Mais en tant que film, ce n'est pas bien honnêtement. Si le côté oui érotique vous intéresse, c'est même pas bien. Mais encore une fois, les autres adaptations que j'ai vues, au moins elles sont romantiques. Elles sont belles, elles sont jolies, elles parlent de choses un peu sérieuses, quoi. Là, bah, ça parle pas grand chose malheureusement, et c'est juste un peu à certains moments, peut-être sensuel vite fait sur 2h15. Pour moi, c'est pas assez, c'est une déception, donc je ne peux pas vraiment vous le conseiller, sauf si vous êtes vraiment cette cible très très spécifique. Je suis très curieux de voir combien il va rapporter au box-office, parce que je pense que ça va cartonner pour la Saint-Valentin, mais en tout cas, je suis très curieux aussi de voir si les retours seront bons hors polémique. Parce que là, le film se fait review bombé à mort, mais bon, c'est pas mérité. Enfin, le film est pas bien, hein, mais c'est pas mérité, je pense, parce que la majorité du monde n'a pas vu le film. J'ai hâte de voir les notes, un peu comment ça va évoluer, mais à titre personnel, ce n'est pas bien et je vous le déconseille. Maintenant, on va passer en spoiler. La scène du début, j'ai adoré, parce qu'on entend la respiration, tu dis, ok, quelqu'un est en train d'avoir une relation sexuelle, ils couchent ensemble, il se passe un truc. Mais non, c'est une exécution publique. Et tu sens un peu la gêne dans la salle. Tu sens ce moment où tu dis, ok, le film va nous surprendre, on va bien rigoler. Et j'aime bien que l'exécution, elle est en train d'exciter le monde entier. Genre tout le village, il est en train de se dire « Ok, c'est hot, cette exécution. » Il y a une sorte d'excitation réelle, un désir de la violence, de la vengeance, de la punition comme désir sexuel et tout. Tu dis, c'est une grave bonne idée, quoi. De mettre en lien la mort, l'exécution publique et littéralement le fait de vouloir coucher en public. Il y a un truc, je me dis, putain, mais si le film est comme ça, s'il y a des idées comme ça constamment entre le sexe, la violence et tout, génial. Non, ça ne revient absolument jamais, c'est trop dommage, c'est typiquement le genre de truc où le film il va lancer une idée et va jamais la réutiliser et c'est tellement décevant par rapport à ça. Et le concept encore une fois d'un conte de fées dans une sorte de manoir un peu hors du temps, c'est un peu bizarre aussi parce que à la fois c'est irréel avec de la brume et c'est trop bien, mais en même temps d'un point de vue technique, moi je pensais qu'ils étaient pauvres dès le début parce que dans beaucoup d'adaptations, en fait ils sont pauvres dès le début, mais en fait ils sont devenus pauvres, ils avaient de l'argent, des domestiques et tout. Je pense que ce choix il est uniquement fait parce que Emerald Fennell est intéressé par les domestiques, du coup il fallait avoir des gens riches qui ont des domestiques qui se cassent la gueule. Bon, le côté cassage de gueule de leurs finances, le père qui parie et tout, c'est un truc qu'on voit même pas, c'est pas très intéressant. Et les domestiques agissent de la même manière qu'ils aient ou pas l'argent, donc ça change pas grand chose, c'est très bizarre comme situation. Enfin bref, mais encore une fois, genre Nelly, tu l'enlèves de l'histoire, tout fonctionne quand même, hein. Rien ne change quasiment, ça fait 20 minutes de moins au film, et je sais que, en fait, Emerald Fennell, elle est intéressée par ça. Elle, ce qu'elle aime dans le film, c'est les domestiques, c'est cette histoire-là. C'est pas juste un truc scénaristique pour elle. Et elle est intéressée par l'histoire des petits gens dans ce genre de château. Mais du coup, elle aurait dû faire l'histoire de Hurlevent du point de vue de Nelly. Ça aurait été super intéressant. Tu prends le point de vue de la domestique qui est en train de voir cette histoire amoureuse
à droite à gauche, et de son point de vue, c'est une super idée en soi. Mais ou tu l'assumes et tu lui donnes un rôle important, ou tu lui donnes un rôle scénaristique à la con comme ici, et là c'est décevant d'après moi, elle méritait un meilleur rôle, cette Nelly-là, parce que ça se voit que Fennel, elle est intéressée par ce genre de personnage. Le côté vengeance contre les riches aurait pu être utilisé un peu différemment et mieux, je pense. Surtout la filmographie de Fennel qui était toujours très fascinée par le fait de venger les gens qui ont subi des viols ou se venger contre les riches qui détruisent tout. Mais je trouve que c'est un personnage qui est inintéressant, qui est oubliable et qui sert juste l'intrigue plutôt qu'être un vrai personnage et qui sert juste justement le quiproquo et ce genre de choses. Et ralentit le film d'après moi. Les moments bien, pour moi, sont les moments à forte émotion pour les personnages. Vous savez, après la mort du père, elle est en colère du fait d'être en colère par rapport à la mort du père, et en même temps ils sont sous la brume, il y a cette pluie, il y a un fort enjeu émotionnel qui est représenté par l'image. Tu sens que là ils vont le faire, ils vont coucher ensemble, il y a une sorte de climax un peu de tout ça, et puis voilà, ils se donnent à fond. La brume, je trouve qu'elle est très jolie, il y a un truc qui est vraiment bien fait, la pluie, je trouve que là ils jouent plutôt bien, mine de rien. Quand ils peuvent s'exprimer, les acteurs ils jouent bien, mais tout le film c'est eux qui ne peuvent pas s'exprimer malheureusement, et ça du coup ça gâche un petit peu forcément l'acting aussi, mais le rythme de l'œuvre. Et j'aime bien parce qu'il y a des idées, genre le manoir rouge à la fin qui représente le sang et la colère de Heathcliff et le fait d'avoir joué ce jeu avec elle et l'avoir perdu à cause de ce jeu en décor, tout ça avec les lumières et tout, c'est trop bien. Je trouve qu'il y a un truc, c'est lent, il prend son temps et tout, il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a des moments comme ça où tu te dis, ok, elle capte un peu son truc, elle assume son délire féerique, un peu edgy, mais ça marche à ces moments-là. Mais le problème, c'est que le film n'est pas comme ça. Au moins, Saltburn, que moi j'ai défendu, tout le film est comme ça. Saltburn, ça y va à 200% tout le long, qu'on aime ou pas, ça y va à fond. Là, ça n'y va pas à fond, il y a beaucoup de retenues qui ne marchent pas. Et justement, la retenue aurait été intéressante parce que sexuellement, il y a une retenue, émotionnellement, il y a une retenue entre les deux, mais il faut que ça matche aussi en termes de mise en scène au bon moment. Et d'après moi, ça ne marche pas. La rencontre entre les deux pour coucher ensemble la première fois, j'ai trouvé ça décevant. C'est enfin le moment, après 2 heures, non pas 2 heures, mais 1h30 de film, ils vont enfin coucher ensemble. C'est ce moment-là, et c'est une sorte de clip musical un peu bizarre, d'eux qui couchent à plusieurs endroits. Pour moi, le clip musical, tu le mets après. Il faut une scène d'amour entre eux, mais genre solennelle, belle, et ensuite tu mets le truc où ils couchent ensemble, c'est devenu une sorte d'adultère sur le long terme, sur des années et des années ou des mois. Enfin, c'est des mois parce que les gens enceintes pour le coup. Mais en tout cas, il y avait un truc par rapport à ça qu'ils auraient dû être de manière plus intime, plus forte. Pourtant, c'est mignon, c'est l'endroit où ils étaient ensemble quand ils étaient gamins et tout. Il y a quelque chose, quoi. En théorie, il aurait dû y avoir quelque chose, mais c'est pas assez d'après moi à cause de la mise en scène. Et ça va beaucoup trop loin, trop vite. D'après moi, j'aurais aimé sentir ce moment plus qu'autre chose et donner peut-être une scène de sexe plus intime aussi. Alors, pas forcément avec de la nudité, mais à un moment où tu sens qu'il y a une connexion, il y a un truc. Non, c'est un clip musical. Pour moi, ça m'a un peu gâché ça et c'est dommage, je trouve. En tout cas, il y a pas mal de choses que je trouve ambiguës par rapport à la soumission et le désir d'être soumis, aussi soumise dans son cas à elle, parce que le film tourne un peu autour de ça. Je veux dire, elle veut être soumise, ça se voit, par rapport à quelqu'un, surtout lui principalement. Lui, il aime ça aussi, tu vois qu'il aime être derrière elle, la tenir. Il reste doux et beau. Et c'est un truc très féminin aussi par rapport au film, c'est qu'il n'y a pas de fellation, il n'y a que des cunis, par exemple, donc c'est vraiment du point de vue à elle, mais en même temps il y a un truc de BDSM pas vraiment assumé. Il y a cette femme qui couche avec le mec de House of Dragon, d'ailleurs Ewan Mitchell, qui était aussi dans Saltburn, qui va lui mettre ce truc à cheval, si je dis pas de bêtises, sur la bouche, en mode un peu BDSM, animal et tout, et tu vois que elle, ça l'excite à mort, tu vois que lui aussi, il y a un truc par rapport à ça, elle l'interdit le BDSM, et tu dis ok, en fait le monstre, ça sera le BDSM, ça sera le côté sauvage, et tout le désir interdit de vouloir utiliser des choses de la ferme ou juste se faire du mal, parce qu'en fait ils aiment bien avoir mal. Il y a cette scène où justement la domestique lui dit que qu'à fille elle aime bien pleurer. Tu dis ok, ça c'est intéressant, utilise-le, parce que c'est ça qui les excite, c'est le fait qu'ils soient mal, qu'ils s'aiment pas, qu'ils se détestent un petit peu et tout. Bon voilà, c'est un peu ridicule parce que c'est pas vraiment abordé, ça y va pas à fond, et là cette scène où elle serre son corset, c'est une imagerie du BDSM aussi un petit peu, mais ça va jamais aussi loin, c'est jamais abordé, et c'est dommage parce que c'est intéressant. Même Isabella, il y a un truc de BDSM par rapport à elle où elle a 4 pattes en mode chien, c'est de l'humiliation. Le BDSM c'est ça aussi, c'est un peu la domination, la soumission, de l'humiliation consentie évidemment, et tu dis ok, il y a un truc par rapport à ça, il est monstrueux parce qu'il tient cette femme comme sa chienne littéralement, mais au fait c'est elle qui a prévu ça quoi, c'est son truc à elle, et du coup c'est limite elle qui domine un peu la relation, Isabella, et c'est ça que je trouve aussi intéressant, mais voilà, c'est limité, et c'est ça qui m'énerve, c'est que tu vois que c'est elle qui tire les ficelles aussi un petit peu. Tu vois que le mec il est trop sympa au final et qui donne de lui-même alors qu'il veut pas à Isabella qui elle en échange a le droit à plein de trucs, et c'est dommage de pas avoir réussi à mélanger ce délire sexuel à la soumission, au fait d'être un monstre ou pas, et de tout mélanger. Il y a une sorte de répétition qui marche bien sur la main avec la bouche et qu'elle demande à son mari de faire.
Bon, en fait, c'est léger, quoi. Ça qui est dommage, c'est qu'il y a plein de bonnes idées comme ça, où il y avait un moyen d'explorer des kinks, sexuels, de jouer sur ça, et malheureusement, bah, ça manque de ça. Et l'amour aussi manque, parce que le sexe, c'est très bien, hein, c'est génial, tout le monde est d'accord sur ça, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont d'accord sur ça, c'est génial, mais en fait, l'amour est important aussi, surtout dans un film romantique, une romance. Et bah l'amour, t'y crois pas du tout, quoi. C'est ça qui m'énerve. Et je suis encore biaisé par les différentes versions que j'ai vues des films, hein. Mais avant tu le sentais. Et là, c'est pas assez sentimental, c'est pas assez beau. Limite, c'est que sexuel, t'as l'impression à certains moments. Alors que ça aurait dû être un mélange des deux, donc c'est un peu agaçant par rapport à ça. Et je trouve que c'est une opportunité ratée de créer une vraie belle romance. C'est comme si Roméo et Juliette, t'avais un film où c'était juste sensuel et sexuel plutôt qu'une histoire d'amour. Roméo et Juliette, c'est avant tout une histoire d'amour. Et s'il y a du sexe, bon, il y a du sexe, quoi. Mais là, c'est l'inverse. T'as l'impression qu'il y a plus du sexe qu'une histoire d'amour. Pourtant, Emerald Fennell, elle veut faire son Roméo et Juliette. Elle le dit à haute voix dans le film, bordel. Donc ça, c'est décevant. Après, il y a des choses que j'aime bien, comme le personnage de Linton, qui, lui, est juste sympa, quoi. Juste, bah, il a compris que sa femme... le trompait, il a compris qu'il n'était pas vraiment aimé, il essaie d'être sympa, il essaie d'avoir des médecins, tu vois qu'il aime sa femme même si sa femme est un peu une connasse avec lui, il est appréciable, avec Heathcliff il est super sympa même à la fin quand il a tout compris, il essaie d'être sympa, lui un peu énervé par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de conflit d'opposition alors que dans les autres adaptations il y a un vrai conflit, une vraie opposition encore une fois avec Linton, mais à la limite pourquoi pas, tu vois, c'est un nouveau truc, c'est différent, c'est une force positive, masculine, c'est pas non plus un violeur Linton, tu vois, en fait il sait pas que sa femme l'aime pas, il est juste dans son truc de soumission parce que forcément sa situation sociale, le fait qu'il soit riche fait qu'il soumet sans forcément s'en rendre compte et vouloir sa femme, mais ça semble pas volontaire, quoi. Donc c'est un peu plus excusable et je trouve que c'est un personnage qui fatalement sert à rien du coup parce qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a rien, c'est juste une force un peu pas positive non plus, mais il existe quoi. Je dis bon, ok, d'accord, c'est un peu un personnage raté quoi. C'est comme l'utilisation du froid, il y a tout un truc sur le froid, sur le fait que la chaleur corporelle, ça aurait pu aider, ils auraient dû jouer sur ça, et justement à la fin elle a froid et on pense, mais en fait elle est malade. Bon, c'est dommage, il fallait jouer sur la chaleur des corps, sur le feu, il y a cette scène un peu romantique où il casse la chaise sur laquelle il est assis pour faire du feu pour elle et tout. Bon, ok, joue sur ça quoi, joue sur le froid, joue sur le fait qu'elle est dehors, qu'elle a froid, mais qu'elle se touche à côté d'un rocher, il y avait un truc à faire quoi. Même la scène de masturbation, c'est tellement léger quoi, c'est vraiment le minimum et tout, et en plus c'est trop bizarre, je vous jure c'est trop bizarre la manière dont c'est géré, la réaction du mec qui arrive, non t'inquiète c'est pas gênant et tout, et tu vois qu'ils se veulent, et en même temps t'as ce moment de fratrie un peu bizarre. C'est bon, il y a un moment, faites les choses mieux, quoi. Allez-y à fond. Et tu vois que même dans l'acting, elle se touche, mais pas trop. Tu vois que c'est très très léger, quoi. Elle peut pas non plus dans l'extase. C'est trop limite, quoi. Tout est au curseur minimum. Tu te dis, mais attends, putain, Emerald Fennell, fais un truc un peu plus extrême, entre guillemets, quoi. Amuse-toi, comme avec Saltburn, comme avec Promising Young Woman. Fais un truc, quoi. Non, pour moi, elle ne fait rien. La relation avec le père abusif, pareil. C'est un truc où je trouve que c'est un petit peu raté. Parce que tout ce que fait Kathy est un peu excusé. Elle est méchante avec les domestiques, mais les domestiques l'ont trahi. Elle est toxique avec Heathcliff parce que voilà, il y a ce truc tabou social. Est-ce qu'ils devraient être ensemble alors qu'ils sont un peu frères en réalité? Bref, il y a tout ce truc où tu dis ok, il y a un truc toxique et tout. Et elle est pauvre, du coup elle va chercher un riche pour être... c'est un peu toxique de faire ça quoi. En plus de ça, le seul truc qu'elle fait de vraiment méchant, pas excusé dans le film, c'est le fait de tromper son mari quoi. C'est le seul truc un peu comme ça quoi. Mais sinon par rapport à son père... Bah oui, il était abusif, c'était un connard. Bon, voilà, on ressent rien émotionnellement. Elle est un peu contente quand il est mort, tu ressens pas grand chose, quoi. C'est juste ça, quoi. C'est que, mis à part la tromperie, ils sont un peu toxiques entre eux, quoi. Enfin, même, ils sont très toxiques entre eux, on est d'accord, hein. C'est très mal et mauvais ce qu'ils font par rapport à eux et ça impacte les autres. Mais le film l'excuse toujours un petit peu, quoi. C'est toujours, ok, elle est méchante par rapport à ça, mais la domestique l'a trahi. Heathcliff est méchant avec Isabella, mais Isabella aime bien, elle est consentante. Du coup, c'est toujours un petit peu... Bah oui, consentis ou excusés par l'œuvre, alors qu'ils sont pas vraiment toxiques. Il fallait vraiment les rendre toxiques, en mode ils sont méchants avec les autres, ils sont méchants entre eux, mais ils s'aiment quand même, ils sont liés par le destin, quelque chose et tout. Moi, je les trouve fondamentalement problématiques entre eux, mais avec les autres, c'est beaucoup moins marquant. Et il y a toujours des excuses constamment. Oui, la souffrance, la dépression, la maladie, j'y crois pas des masses en termes, que ce soit d'acting, de rythme et tout. Le passage du temps, il marche pas, ça fait pas amour sur des années. Et le quiproquo qui est la source de tout ça, c'est ridicule. En fait, sans le quiproquo, l'histoire était meilleure. Hein. Le fait que justement Heathcliff décide de partir en sachant que elle aime Heathcliff, mais elle va quand même marier le mec pour de l'argent, génial. C'est bien mieux. Là, c'est un quiproquo parce qu'il entend pas la fin. C'est nul. En fait, c'est nul. C'est nul. C'est un quiproquo de merde. Déjà, dans les films, les quiproquos, en général, c'est un peu nul. Mais là, c'est encore plus nul parce qu'il y avait un truc qui était bien. S'il entendait la fin, il aurait compris et il serait quand même parti. Parce que il s'aime, mais il va quand même faire le choix de marier l'autre. Donc, c'est trop nul. Après, oui, c'est expliqué par la suite qu'elle allait dire non au final car elle aime Heathcliff. Mais il y avait un truc à faire, quoi, sur la classe sociale, comme dans le livre, en fait, tout simplement. Mais bon, elle a fait un choix particulier.
Moi, je trouve que c'est mauvais comme film. Encore une fois, je ne peux pas le conseiller. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur cette question parce que le film, je pense, va beaucoup diviser, voire ne pas plaire à beaucoup de personnes. Mais il y a des gens qui vont l'adorer et j'ai envie d'avoir l'avis de ces gens-là aussi. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux car maintenant les vidéos sont disponibles en podcast aussi. Mais je partage aussi du contenu sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.